puis la CEDEAO pêche aussi par une sorte de décrédibilisation en son sein. Imaginez qu'en 2020, un pays comme la Côte d'Ivoire a connu un coup d'État constitutionnel par M. Alassane Ouattara, avec des morts à la clé. M. Alassane Ouattara s'est permis de se moquer des décisions des instances judiciaires de la CEDEAO ou encore de l'Union africaine pour dire que, en tout cas, ces décisions qui l'obligeaient de remettre dans la liste des candidats à l'élection présidentielle Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et bien d'autres, que ces décisions n'étaient pas supérieures à la Constitution ivoirienne. Et c'est le même aujourd'hui qui, sur la base d'une résolution internationale, quoique sous-régionale, s'y appuie pour aller bombarder, en tout cas intervenir militairement dans un pays voisin. Vous avez le cas du Sénégal, où vous avez un pays, un chef d'État qui annonce qu'il ne sera pas candidat. On peut d'ailleurs se poser la question sur la légitimité de ces décisions qui vont engager de façon assez profonde le Sénégal sur la scène internationale, alors qu'il est censé partir d'ici là. Et tout ce qu'il fait au Et Sénégal, pendant que vous le dites, curieusement, parmi les va-t-en-guerre, bien entendu, on a suivi le ministre des Armées, s'il faut l'appeler comme ça, du Sénégal, qui était mais vraiment très dur pour dire on doit intervenir militairement et ça servira de leçon. mais c'est tout ça, M. Christian Perrin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la situation vermoulue, la situation euh, complètement délétère au Sénégal, s'il y avait un coup d'État demain, personne ne sera surpris. Le principal opposant subit un acharnement comme jamais depuis les années 60. Il y a il y a des dizaines de militants de l'opposition dans les prisons pour des raisons d'opinion politique. Il y a une judiciarisation, en tout cas une Alors, instrumentalisation il de faut la... parler peut-être des centaines d'opposants qui sont en prison parce que on nous parle en termes de 700 partisans de Sanko qui sont arrêtés. dans tout le pays. Et donc, vous vous rendez bien compte que la CEDEAO, demain, viendrait encore, comme le médecin après la mort au Sénégal, pour demander le retour de l'ordre constitutionnel, alors qu'il est temps d'arrêter M. Macky Sall dans sa folie de ne pas faire du Sénégal un pays invivable. Mais enfin, tout ça, ce sont des histoires d'école qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui. C'est quoi l'aide au développement? Quand vous regardez la contrepartie de cette aide au développement, ben, en fait, ce sont des aides qui sont là pour alimenter des systèmes qui permettent à la France d'avoir une certaine mainmise sur un certain nombre de minerais, etc. Puisque quand vous faites ces aides-là à ce système, et ces aides-là ne sont pas à la hauteur des besoins attendus par les Africains pour se développer, et que ces systèmes-là se maintiennent en place grâce à ces aides et à tout ce système d'accompagnement international, bah, quelque part, pour nous, ce n'est pas de l'aide, hein, c'est un accompagnement de ces systèmes dictatoriaux pour permettre un certain alignement géostratégique, géopolitique, économique sur les positions françaises. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre TLR TV avec moi sur ce plateau. Enda Diogène Seni, président de la Ligue panafricaine Umoja Congo. Bonjour Diogène, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci beaucoup. Je me porte bien. Je suis très heureux de revenir sur ce plateau et je voudrais vous remercier pour ce combat, pour cet engagement inlassable au service de la liberté d'expression et de nous permettre, depuis Brazzaville, un des bastions de la France-Afrique, comme vous le savez, de donner de la voix par rapport à ce qui se passe sur le continent. Merci Diogène, c'est un plaisir de vous avoir encore sur notre plateau pour un décryptage de la crise politique au Niger, 4 jours après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO sur l'intervention militaire au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir déposé par les militaires depuis le 26 juillet dernier. Paris parle encore d'une tentative de coup d'État, comme quoi le renversement du pouvoir de Bazoum n'est pas encore acté pour Paris et donc tout est encore possible. Pendant ce temps, du côté de la CEDEAO, on note déjà les divergences, l'intervention militaire devenant de plus en plus improbable. Voilà pour le contexte de notre entretien aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Je vais vous inviter donc à faire comme ceci en cliquant sur le petit pouce
en l'air en bas de cette vidéo et de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Enda Diogène Seni, dimanche dernier, 6 août 2023, toute l'Afrique, pour ainsi dire, le monde entier était tourné vers le Niger où la CEDEAO avait annoncé une intervention militaire pour réinstaller Mohamed Bazoum au pouvoir. 4 jours après l'expiration de l'ultimatum, pensez-vous que l'option militaire demeure encore possible? Bon, il faut attendre encore un tout petit peu pour s'en rassurer. Mais est-il que la CEDEAO est quand même traversée par plusieurs, à la fois, crises internes et en même temps par un certain défi d'orgueil, parce que n'ayant pas pu résoudre des conflits ou des contentieux encore récemment qui ont eu lieu dans la sous-région, euh, elle se voit un peu comme obligée d'adopter une position dure, comme si elle voulait se rattraper sur quelque chose. Mais les situations ne sont pas les mêmes. Il s'agit des vies humaines, il s'agit des peuples, il s'agit des intérêts colossaux. On ne peut pas comme ça brandir des solutions par simplement défi d'orgueil. Et puis la CEDEAO pêche aussi par une sorte de décrédibilisation en son sein. Imaginez qu'en 2020, un pays comme la Côte d'Ivoire a connu un coup d'État constitutionnel par M. Alassane Ouattara, avec des morts à la clé. M. Alassane Ouattara s'est permis de se moquer des décisions des instances judiciaires de la CEDEAO ou encore de l'Union africaine pour dire que, en tout cas, ces décisions qui l'obligeaient de remettre dans la liste des candidats à l'élection présidentielle Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et bien d'autres, que ces décisions n'étaient pas supérieures à la Constitution ivoirienne. Et c'est le même aujourd'hui qui, sur la base d'une résolution internationale, quoique sous-régionale, s'y appuie pour aller bombarder, en tout cas intervenir militairement dans un pays voisin. Vous avez le cas du Sénégal, où vous avez un pays, un chef d'État qui annonce qu'il ne sera pas candidat. On peut d'ailleurs se poser la question sur la légitimité de ces décisions qui vont engager de façon assez profonde le Sénégal sur la scène internationale, alors qu'il est censé partir d'ici là. Et tout ce qu'il fait au Sénégal, Et pendant que vous le dites, curieusement, parmi les va-t-en-guerre, bien entendu, on a suivi le ministre des Armées, s'il faut l'appeler comme ça, du Sénégal, qui était mais vraiment très dur pour dire on doit intervenir militairement et ça servira de leçon. mais c'est tout ça, M. Christian Perrin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la situation vermoulue, la situation euh, complètement délétère au Sénégal, s'il y avait un coup d'État demain, personne ne sera surpris. Le principal opposant subit un acharnement comme jamais depuis les années 60. Il y a il y a des dizaines de militants de l'opposition dans les prisons pour des raisons d'opinion politique. Il y a une judiciarisation, en tout cas une Alors, instrumentalisation il de faut la parler peut-être des centaines d'opposants qui sont en prison parce que on nous parle en termes de 700 partisans de Sanko qui sont arrêtés au moment où nous dans sommes tout en le train de pays, faire. dans tout le pays. Et donc, vous vous rendez bien compte que la CEDEAO, demain, viendra encore, comme le médecin après la mort au Sénégal, pour demander le retour de l'ordre constitutionnel, alors qu'il est temps d'arrêter M. Macky Sall dans sa folie de ne pas faire du Sénégal un pays invivable. Mais c'est le même Macky Sall qui fait partie de ceux qui sont soucieux de l'ordre démocratique, d'ordre constitutionnel au Niger. C'est très curieux, évidemment, mais alors donc, mais comment expliquer finalement, puisque tout à l'heure vous avez parlé de ce problème d'ego finalement, c'est beaucoup plus les égos hein, pour vouloir aller envahir militairement le Niger, parce que tout le monde se pose la question de savoir pourquoi cette option, parce qu'elle ne se justifierait pas, et la question c'est aussi de savoir comment expliquer cette décision extrême de vouloir envahir un État souverain par la communauté économique, donc la CEDEAO, qui est une communauté monétaire et économique. Oui, il est vrai que la CEDEAO a mis dans ses... Bon, contrairement à l'intention initiale de sa création, qui portait sur des questions économiques beaucoup plus que sur d'autres aspects, dans son évolution, il y a eu une charte qui a été mise en place pour accompagner les États sur ces questions-là, en réalité.
Mais cette charte aujourd'hui est battue en brèche pour une raison très simple, c'est que la CEDEAO a été muette dans certaines situations et là aujourd'hui, elle se veut beaucoup plus bruyante. Donc la question de base, est-ce qu'il y a des bons coups d'État, militaires ou non, et il y a des mauvais coups d'État contre lesquels il faut se prononcer. Vous savez que, par exemple, ils ont quand même porté l'affront jusqu'à demander à Kaka Déby, le président tchadien, de se rendre au Niger pour aller parler à ces nouveaux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger pour leur demander de libérer le président Bazoum et de remettre en place, en tout cas, l'ordre constitutionnel. Quand on sait, par exemple, la situation du Tchad, en réalité, les opinions en général africaines et sous-régionales sont remontées non pas parce qu'ils sont pro-coup d'État, ils sont remontés parce qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures sur ce continent africain où certains chefs d'État, c'est le cas de Kaka Déby, qui peuvent faire un coup d'État et qui sont de ce fait adoubés, encadrés, accompagnés, des fois même de façon personnelle par le chef de l'État français et d'autres dirigeants africains. Il est reçu sur la table des dirigeants du monde entier. Et il a d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il a fait des répressions sanglantes dans son pays. Et c'est celui-là qu'on envoie au Niger, là où, bon, comparaison n'est pas raison, là où un coup d'État a eu lieu sans effusion de sang. Et encore une fois, le cas du Niger est un cas spécifique qu'il faut traiter avec sa spécificité et non pas le simplifier dans une sorte de rattrapage d'une organisation qui a peine à retrouver sa crédibilité. Diogène, puisque de plus en plus on parle d'un coup d'État qui avait été motivé pour des raisons personnelles. C'est ce que euh, les médias étrangers, j'allais dire, mais particulièrement les médias français mettent en exergue. Et tout à l'heure, je disais, on va peut-être évoquer aussi les raisons qui ont poussé à ce coup d'État, ce coup de force. Moi, j'appelle ça le renversement du pouvoir selon la rhétorique que l'on adopte. Et curieusement, on assiste de plus en plus à une adhésion des panafricanismes à ces mouvements de changement ou de renversement de régime. Et moi, je voulais m'intéresser un peu à cet aspect. Qu'est-ce qui peut motiver, évidemment, qui peut, j'allais dire, motiver l'adhésion des panafricanistes à ces genres de mouvements? Est-ce pour dire que la démocratie serait-elle incompatible avec le panafricanisme ou bien c'est pour des raisons de dignité, de souveraineté? Bon, il y a plusieurs questions. On va d'abord revenir sur les motivations de ce coup d'État au Niger. Mhm. Il faut rappeler que le président Mohamed Bazoum n'est pas un nouveau dans le système nigérien. Il était Mais l'un des responsables. pourtant, on dit de lui qu'il est au pouvoir à peine quelques 2 ans. C'est en 2021, je crois, qu'il est arrivé au pouvoir. Bon, lui, en tant que président, oui, mais le système qu'il incarne avec ses amis n'est pas au pouvoir depuis 2021. Mohamed Bazoum est l'un des cofondateurs du parti qui règne depuis à peu près 13-14 ans au pouvoir au Niger, le parti qui était dirigé par le président le président Issoufou. Bazoum a été plusieurs fois ministre, à la fois chef de parti quand Issoufou a pris le pouvoir. C'est lui qui était, je crois, le président du comité exécutif du parti. En même temps, ministre extrêmement important. Il est passé des affaires étrangères, qui est un poste extrêmement sensible, à l'intérieur. D'ailleurs, entre les deux, il était, me semble, responsable, comme ministre d'État responsable des questions électorales à la présidence avant de prendre le ministère de l'Intérieur. Il a quitté le ministère de l'Intérieur en juin 2020 alors que l'élection allait avoir lieu vers la fin de l'année 2020. Et on dit même que c'est lui qui a choisi son successeur au ministère de l'Intérieur, qui est chargé des élections. Et donc Mohamed Bazoum gagne des élections face à Mamadou Ousmane, qui ont été absolument contestées par les Nigériens. Ils ont passé une année, l'année 2021, où il a été installé, a été une année qui a été jalonnée de contestations. Ils ont même porté le contentieux au niveau des cours de justice de la sous-région. Et il faut noter, fait curieux dont on ne parle pas, puisque aujourd'hui le régime de Mohamed Bazoum est présenté comme un régime ultra-démocratique, un régime qui respecte les droits de l'homme, un régime dans lequel la liberté d'expression était en tout cas l'une des marques favorites. En tout cas, dès que Bazoum a été élu,
avant même de prêter serment, avant même d'être investi, on a déjà déjoué un coup d'État. Le 30 et 31 mars, on a déjoué un coup d'État, ce qui est quand même extraordinaire. Il faut rappeler que la superstructure militaire qui gouverne aujourd'hui le Niger, c'est Mohamed Bazoum et Issoufou qui ont mis ça en place. Donc, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas une force extérieure. Donc, c'est vraiment dans Alors, leur vous propre dites système. qu'un coup d'État a été déjoué juste avant même, disons, son intronisation, c'est cela. Est-ce que c'est pour dire que finalement, son élection n'était pas aussi claire, transparente, une élection controversée, c'est cela? Mais on peut se poser la question, parce que comment expliquer qu'une élection, il a d'ailleurs gagné à plus de 52-53%, donc à plus de 50%, il faut vérifier les chiffres. Donc on peut estimer qu'il a été Après avoir emprisonné, je crois, son challenger, c'est ça? absolument. Et il y a eu encore un deuxième coup d'État 3 mois après son investiture. Donc que ce coup d'État arrive, les gens font semblant de dire que le Niger était stable, il n'y avait aucune contestation. Ce n'est pas vrai. Et je dois dire que nous avons un parti frère au Niger, le parti Ligue panafricaine homogène Niger, dont le président, y compris deux autres leaders, ont été arrêtés pour des raisons d'opinion politique depuis le mois de mai, donc 2 mois avant ce coup d'État au Niger. Ils sont encore en prison aujourd'hui. Ils attendent le décret qui va élargir, qui va libérer tous les prisonniers politiques par la junte militaire qui a pris le pouvoir. Donc, il faut battre en brèche un peu ce narratif qui vient sur la table. Le système nigérien est un système assez contesté de l'intérieur. Et donc, ce coup d'État, s'il n'y avait pas eu de tentative, encore il y a quelques années, il y a quelques mois, on aurait pu dire que, bon, voilà. Mais non, il y a des tentatives de coup d'État régulièrement dans un système parfaitement maîtrisé, mis en place par Issoufou et Bazoum. Et j'ajouterai un élément très important. Quand vous discutez avec les Nigériens, il se trouve que beaucoup de Nigériens, y compris dans la classe politique, sont convaincus que Issoufou n'a jamais quitté le pouvoir. On avait une sorte de bicéphalisme à la tête de l'État, où le président Issoufou jouait toujours un certain rôle à travers ses lieutenants. D'abord, mais Mohamed Bazoum lui-même, c'est son lieutenant le plus proche, son enfant, ses enfants qui sont dans le système, qui ont des ministères très importants, etc. etc. Bon, maintenant, quand on en vient aux panafricanistes, qui aujourd'hui, par une certaine critique, présente les panafricanistes comme étant voilà, des populistes, des groupes qui sont plutôt proches des coups d'État militaires en Afrique noire. Mais c'est une gageure intellectuelle parce que le panafricanisme n'a pas commencé avec des coups d'État actuels dont on parle ou encore avec la montée de la Russie. Non, il faut rappeler que le panafricanisme, déjà dès 55, pour ne pas aller encore beaucoup plus loin, avec ce qu'on appelle la conférence de Bandung, est aux côtés des grands leaders indiens et les autres pour créer ce qu'on appelle le non-alignement. Ce dont on parle aujourd'hui de la multiporalité, les Kwame Nkrumah à Bandung en 55 avec les Indiens, avec les Asiatiques, ce qu'on appelle le mouvement des Afro-Asiatiques, ont déjà prôné le non-alignement en évitant d'être dans le bloc de l'Est ou dans le bloc de l'Ouest, etc., etc. Et cette ligne du panafricanisme a toujours prévalu. Et le panafricanisme ne dit pas autre chose que, quel que soit le système politique que l'on met en place en Afrique, ce système ne doit pas ignorer, ne doit pas aller au-delà, en tout cas ne doit pas être à l'encontre de la souveraineté des peuples, de la capacité pour les Africains à choisir leurs partenaires extérieurs. C'est pour cela que les panafricanistes proposent que, au vu de notre particularité historique, il faudrait que nous ayons, par exemple, des défenses communes, diplomatie commune, des monnaies communes, dans un état du monde où nous avons des États-continents, des rapports de force assez défavorables pour des petits pays qui sont les nôtres. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Prenons le cas du Sénégal. Si vous prenez le cas de Sonko, le leader Ousmane Sonko est plébiscité par les panafricanistes. Mais Ousmane Sonko, on l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, s'il y a une élection au Sénégal, les panafricanistes soutiendraient à minima Ousmane Sonko. Donc, on voit bien que dans le cas du Sénégal, les panafricanistes n'appellent pas un coup d'État ou ne soutiennent pas un coup d'État. Non, ils sont en train de travailler à ce qu'un panafricaniste, à leurs yeux, Ousmane Sonko, soit candidat à l'élection présidentielle. Donc, si les régimes africains sont ouverts aujourd'hui où l'opinion africaine est gagnée en grande partie par les panafricanistes, vous verrez que beaucoup de panafricanistes gagneraient des élections au Congo-Brazzaville, au Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ceux qui font des coups d'État, ils s'appuient sur une
opinion, en tout cas, il y a une posture opportune, pas opportuniste forcément, pour dire que les populations africaines veulent avoir la souveraineté sur leurs matières premières, sur leur énergie, sur leurs ressources naturelles, avoir une liberté pour coopérer avec n'importe quelle puissance qui leur convient. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous allons. Si les putschistes, entre guillemets, allaient dans ce sens-là, ben, on ne peut que s'en féliciter, puisque la plupart des coups d'État par le passé sur le continent, c'était soit pour faire, comment on appelle ça, une révolution de palais, ou s'allier derrière une puissance internationale. Or là, les putschistes, manifestement, s'appuient sur ça. Donc c'est aux panafricanistes d'être vigilants, c'est aux populations africaines de s'organiser pour que ces transitions ne puissent pas les échapper, auquel cas il faut les dénoncer, tout simplement. Ou simplement, mais est-ce que, et lorsque vous répondiez, j'ai eu l'impression que finalement, ce qui donc retient les panafricanistes, comme on le dit, ou sinon l'adhésion des panafricanistes, c'est beaucoup plus parce que vous estimez que ces militaires garantiront mieux la dignité, la souveraineté de ces États que finalement les démocraties, comme on les présente aujourd'hui, les démocraties des élections où on a placé les potentats, on a placé les valets pour représenter les intérêts, disons, néocolonialistes. Oui, en fait, Monsieur Christian Perrin, je pense qu'il y a une simplification entre panafricanisme et coup d'État. Non, ou militaire qui serait plus apte à faire, à défendre les intérêts du continent ou les intérêts de la souveraineté des peuples pour simplifier les choses. Non, il y a simplement, quel que soit le régime, quelle que soit la nature du régime, un régime qui se montre ou qui présente des intentions de défendre la souveraineté des peuples, de défendre la souveraineté du continent africain, les panafricanistes seront d'accord avec ce régime-là. Bon, maintenant, est-ce que la souveraineté du continent est incompatible avec l'état de droit, c'est-à-dire le respect des droits humains des Africains, la liberté d'expression, etc. Pas du tout. Si vous faites la souveraineté du continent tout en étant contre les droits humains, notamment des populations africaines, ça ne marchera pas. Le cas du Mali et du Burkina Faso est un cas intéressant à regarder. Qu'est-ce que nous avons là comme situation? Contrairement à un narratif aussi là qui est présenté à la population. Nous avons deux États, prenons le cas du Mali, qui a une armée qui n'a pas été créée ou qui n'a pas été préparée pour défendre, en tout cas, l'intégrité territoriale. Vous savez, la nature des accords de défense avec la France dans toute cette partie du continent africain, notamment l'Afrique francophone, tous ces accords de défense ont eu pour objectif de dire que voilà, vous avez des armées, il y a un parrain, s'il y a un coup dur, le parrain viendrait pour vous aider, donc c'est la France. Ce qui fait que la plupart de ces armées n'ont pas été conçues pour faire des grandes manœuvres de défense de territoire. Ces armées ont été conçues en quelque sorte pour assurer quelque part la survie de ces régimes, sinon pour être des armées prétoriennes, pour défendre en tout cas le potentat qui est en place. Alors, lorsque vous avez des situations comme celle que le Mali ou le Burkina Faso vit par rapport à ces terroristes, il faut dire les choses comme elles sont. L'armée malienne fait face, comme l'armée burkinabé, à des groupes terroristes qui sont armés au niveau des États. C'est-à-dire que c'est l'armement libyen qui a été disséminé dans cette zone avec l'appui français, puisque vous avez en 2012, 2013, 2014, la plupart des autorités françaises. On peut citer Alain Juppé, on peut citer Alain Marceau, on peut citer Elisabeth Guigou, même Jean-Yves Le Drian, qui ont déclaré lors du conflit malien que le Mali était trop grand. Il fallait qu'il y ait une partition du pays pour arrêter ce conflit, donc donner la zone nord à tous ces mouvements dans lequel on appelait l'état de l'Azawad, en quelque sorte. Or, ceci a confirmé le fait que les Français avaient un deal en demandant aux Touaregs de les accompagner dans la campagne contre Muammar Kadhafi et ensuite de leur donner des armes, leur promettant qu'ils allaient les soutenir pour avoir leur État. Alors, un tel conflit, on ne peut pas le mettre sur le dos des armées qui ne sont pas taillées pour pouvoir y faire face. C'est pour cela que Évidemment, ces armées ont eu... pendant que vous le dites, pardon, il faut noter que finalement, de plus en plus, on entend un peu ce narratif où on présente les armées africaines comme des armées faibles qui ne sont pas capables de protéger leur nation et donc ce ne serait pas la faute
par exemple, la France. Mais là, lorsque je vous entends répondre, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie, j'allais dire, une bonne responsabilité de la France, qui, en passant bien sûr ces accords de défense, devrait venir en aide à ses armées. Et donc, lorsqu'il y a échec, par exemple, dans le cadre, puisqu'on parle de la sécurité ici, dans le cadre, par exemple, de l'instabilité ou de l'insécurité au Sahel, il y a aussi une responsabilité de la France. On ne peut pas seulement pointer du doigt les armées africaines, notamment burkinabé, maliennes et autres. Il y a aussi la France qui a une part de responsabilité. Mais il faut que nous ayons le courage de nos opinions. Monsieur Christian Perrin, il y a toujours eu des conflits de Touaregs dans les frontières depuis toujours. L'armée malienne, même qui n'était pas taillée pour mener des grandes guerres territoriales, parvenait relativement à contrôler, à maîtriser ça. Ce qui se passe aujourd'hui n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la Libye était l'un des pays les mieux armés du continent africain, avec tout l'argent que Kadhafi avait? Et tout cet arsenal de Kadhafi a été libéré aux mains de ces mêmes mouvements qui voulaient l'indépendance, leur partition, leur sécession, etc. Donc, ça n'a plus rien à voir. Ces armées maliennes sont en face des armées entières, même de quoi mieux armées qu'eux, d'une part. Et qui sont responsables de ça? Ben, c'est la France, ce sont les Anglais, ce sont les Américains qui ont fait la campagne contre Kadhafi et qui ont travaillé avec ces mouvements Touareg qui étaient dans le régime, enfin, dans l'armée, pour une partie, dans l'armée de Kadhafi, qui ont trahi Kadhafi. En échange, on leur a promis d'avoir un État à eux. Mais ce que je dis là, il suffit simplement de se référer à l'histoire récente. Lorsque les Français sont arrivés au Mali, quand ils ont empêché à l'armée malienne d'accéder à Kidal, mais ils ont réorganisé le mouvement du nord du Mali, leur disant aux Maliens clairement que le conflit est tel qu'il faut laisser cette partie à ces revendications-là, parce que vous ne pourrez pas le faire. Donc, c'est tellement contradictoire avec l'idée que cette responsabilité est malienne ou burkinabé, d'autant plus que ces armées ne sont pas outillées pour faire face à ce genre de conflit. Donc, c'est un narratif qui est un narratif cynique, en quelque sorte. Les Français, comme les Anglais, qui sont en réalité dans le temps, devraient faire la même chose qu'ils font pour l'Ukraine dans le Sahel. C'est à eux de combattre les terroristes, puisqu'ils sont responsables de cette dissémination d'armes de Muammar Kadhafi et des deals qui ont été faits avec les mouvements sécessionnistes du nord du Mali. Mais est-ce que la seule instabilité ou l'insécurité au Sahel justifie évidemment ces coups d'État où il faut prendre aussi en compte les violations, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, les violations des droits de l'homme, l'instrumentalisation de la justice dans ces États, la malgouvernance, la politisation de l'administration, en fait la misère, le vol, le détournement de deniers publics, qui finalement ont appauvri les populations de ces pays. Oui, en fait, en réalité, les États africains sont des États, comme certains les appelaient, sont des États faillis, en réalité. Sont des États faillis depuis que tout le monde est plus ou moins mis au pas par les injonctions du FMI, de la Banque mondiale, depuis les années 80, ce qu'on appelle la crise de l'endettement, les fameuses mesures d'ajustement structurel qui ont affaibli ces États. Mais lorsque ça touche à l'armée, il y a une certaine conception de la science politique qui explique que les États africains ne tiennent que par leurs armées aujourd'hui. Et évidemment, lorsque ces armées sont mises en difficulté, ça met en évidence toutes les fragilités de la société. Combien même les autres pans de la société ont déjà été affaiblis, il ne restait que ces armées qui tenaient encore. Et dès lors que ces armées sont mises comme ça à rude épreuve sur le front de la lutte contre le terrorisme, évidemment, ça vole en éclat, ça fait voler en éclat tout ce qui pouvait tenir encore. D'où ces coups d'État à répétition, etc., etc. Maintenant, il y a ceux qui estiment que ces militaires, dans le cas du Niger en particulier, ces militaires sont partie prenante du régime de Issoufou, etc. Et donc, ces militaires sont co-responsables du système Issoufou, du système Bazoum. Mais encore heureux que certains parmi eux se soient arrêtés. Parce qu'on allait partir où avec ça? Puisque vous savez que la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ne fonctionnait plus par rapport à la région des trois frontières, où les trois pays ne se coordonnaient plus. Donc, les militaires nigériens connaissent bien cette situation, comme les Maliens, comme les Burkinabés. Aujourd'hui, il est temps que les conflits, quelle que soit l'issue, ici avec la CEDEAO ou pas, il est temps que les trois pays reprennent
leur coordination d'antan au niveau des 3 frontières pour mettre en déroute ces fameux terroristes, puisque si ces frontières ne sont pas contrôlées par les 3 pays en même temps, ces terroristes continuent à jouer d'un côté comme de l'autre. Alors, on va s'intéresser aussi à un aspect, notamment les rapports entre la France et le Niger, bien entendu, même si on semble le cacher, mais on voit bien comment la France est furieuse contre les nouvelles autorités du Niger, qui jusqu'aujourd'hui, hein, la France ou Paris n'arrive pas à admettre cela, alors que dans le même temps, on nous présente la France comme un pays qui ne s'ingère pas dans les affaires africaines. Et là, il y a quelques aspects qui nécessitent quand même euh, quelques explications, j'allais dire une analyse, c'est que on voit bien comment déjà Paris n'a pas voulu obtempérer à la dénonciation des accords de défense par les nouvelles autorités. Non seulement cela, mais aussi Paris continue à soutenir une ambassadrice qui a été en fait révoquée par les nouvelles autorités de Niamey. Il y a un autre fait, c'est que Paris dit, bon voilà, jusqu'aujourd'hui, hein, Paris continue à croire qu'il faut réinstaller Bazoum dans ses fonctions. Pourtant, dans le même temps, on a vu le comportement de Paris face aux autres coups d'État. Je parle ici, par exemple, du Tchad, ou encore au Mali. Paris est monté vraiment au créneau, mais on a vu ce qui s'est passé en Guinée. Là aussi, c'est des bouts de lèvres qu'on a condamnés. Et j'allais aussi ici rappeler le coup d'État, par exemple, au Congo-Brazzaville. Tout le monde se souviendra, en 1997, comment la France a fait un coup d'État militaire avec 400 000 morts pour réinstaller le despote Denis Sassou Nguesso, un coup d'État, dont s'est félicité d'ailleurs Jacques Chirac à Luanda. Tout le monde se rappellera. On a vu comment, vous l'avez rappelé d'ailleurs, la France a installé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, Paris reste, mais vraiment, dans sa position et ferme contre les nouvelles autorités de Niamey? Mais écoutez, c'est comme extraordinaire. Nous ne sommes pas dans une situation où la Haute-Savoie est menacée, où la Corse est menacée, où, je ne sais pas moi, la région de Lyon est menacée. Nous sommes à des kilomètres de la France et il y a un conseil de défense qui a été appelé. Il y a la ministre des Affaires D'urgence, hein, étrangères pas le plus. d'urgence. Conseil de Il y a, défense d'urgence. il y a Madame Colonna qui n'arrête pas de faire des discours assez musclés dans la presse. Il y a l'élite française qui, il suffit de regarder la presse française, hein, qui continue à parler tous les jours. Et vous avez là, il y a quelques jours, 94, hier d'ailleurs, dans le Figaro, 94 parlementaires, sénateurs français, entre autres, qui ont publié une tribune animée par notamment M. Rotaillot, je crois qu'il y a aussi M. Rotaillot en particulier, et 2 autres parlementaires, excusez-moi, j'ai oublié les noms, qui s'inquiètent du recul de la France en Afrique, de l'influence française, de la fin de la France-Afrique, etc. Or, vous avez un autre narratif, comme quoi le Niger ne compte pas grand-chose pour la France n'a plus rien à faire en Afrique, la France n'a pas d'intérêt au Niger, Oui, etc., etc. évidemment, la France ne gagne Mais rien en Afrique. On a entendu ça ne gagne aussi. rien en Afrique. Alors, il y a beaucoup d'Africains qui sont sur cette ligne également. Mais attention, il me souvient que depuis l'élection de François Mitterrand en 81, il avait proposé de mettre fin au réseau FOCAR. Ça, ce n'est pas un panafricaniste, ce n'est pas un souverainiste africain qui le dit. Dans le fameux programme commun avec le Parti communiste, François Mitterrand avait déjà promis de mettre fin à la France-Afrique. Son ministre des Affaires étrangères, je crois que c'est M. Cotte, hein, à l'époque, avait essayé de faire libérer un prisonnier centrafricain politique, on l'a limogé tout de suite. Et les réseaux FOCAR ont survécu à François Mitterrand. Jacques Chirac arrive, c'est la fin de la France-Afrique. Nicolas Sarkozy arrive en 2007, c'est la fin de la France-Afrique. François Hollande arrive en 2012, c'est la fin de la France-Afrique. Emmanuel Macron arrive, il va au Burkina Faso, c'est la fin de la France-Afrique. Mais quelle est cette chose dont on demande la fin qui n'a jamais Et qui n'est existé? jamais arrivé. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que là, vous avez 94 parlementaires français, dont le Figaro,
qui s'inquiète, il dit, après la France-Afrique, c'est quoi? Donc la France-Afrique a existé alors. Donc, c'est comme extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire sur la question de l'énergie française. Il faut savoir que lors de la Première Guerre mondiale, la France a connu une déconvenue extraordinaire. C'est le gouvernement Poincaré, le ministre de la guerre, le général Guillaume, est frappé par une situation où la famille Rockefeller, qui contrôlait en particulier Standard Oil, une compagnie d'hydrocarbures américaine, qui a coupé l'approvisionnement du pétrole à la France. Première guerre mondiale, qui a coupé l'approvisionnement du pétrole à la France. Il se trouve que ce général Guillaume, qui était le ministre de la guerre de Poincaré lors de la Première Guerre mondiale, son fils, Pierre Guillaume, sera assez conseillé par son père, le général Guillaume, et son fils sera un agent secret français durant la Deuxième Guerre mondiale au service du général de Gaulle. Et le général de Gaulle, dès 1945, va nommer Pierre Guillaume directeur des hydrocarbures et avec comme objectif d'assurer, de garantir la souveraineté énergétique de la France. Mais la France n'a pas justement ce potentiel en hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le trouver ailleurs. Et tenez-vous bien, monsieur Christian Perrin, nous qui sommes du Congo-Brazzaville, Pierre Guillaume est le premier directeur de ELF. Donc ELF a été créé pour assurer le traumatisme que la France a connu lors de la Première Guerre mondiale où les Américains ont coupé l'approvisionnement en pétrole à l'armée française. Et on ne s'est pas arrêté au pétrole parce que l'énergie, c'est un peu tout. Donc, l'uranium du Niger, un peu comme les moyens énergétiques qu'on trouve partout dans le précaré français, font partie de ce lot qu'il fallait prévenir, qu'il fallait sécuriser pour assurer la souveraineté énergétique de la France. Donc, on peut raconter tout ce que l'on veut. Les officiels français eux-mêmes reconnaissent que la France-Afrique a existé, il faut l'arrêter. Donc, Macron est arrivé, il dit que ça va s'arrêter. Ses prédécesseurs ont dit la même chose. Non, il faut arrêter cette blague. Il faut arrêter cette blague. La France a beaucoup à perdre. D'ailleurs, lorsque la France a été, entre guillemets, chassée du Mali, elle s'est repliée où? Au Niger. Donc, le Niger avait servi à la France comme moyen de repli dans le Sahel. Bon, ils sont au Sénégal, bien sûr, il y a une base militaire au Sénégal, mais le Niger, dans l'histoire récente, là, contemporaine dont nous parlons, les soldats français qui ont quitté le Mali se sont repliés, en tout cas au Niger. Il se trouve que si la junte qui est arrivée au pouvoir pose le problème également, parce qu'on a bien vu, ils ont posé des actes assez clairs, ils sont allés voir les Maliens, les Burkinabés, donc les Français s'inquiètent de cela. Ils s'inquiètent du fait que les mêmes positions maliennes, les mêmes positions burkinabées touchent aussi le Niger. Je pense que c'est de bonne guerre. La France s'inquiète là-dessus. Mais il est quand même dommage que des Africains aussi emboîtent le pas à la France dans ce sens. Ce n'est pas possible. Oui, mais donc on peut s'interroger finalement de quel intérêt s'agit-il lorsque la France dit vouloir défendre ses intérêts coûte que coûte et elle sera intraitable à ce niveau. De quel intérêt fait-on allusion ici? Nous avons déjà cet approvisionnement de l'uranium qui va poser problème. Vu la position qu'a prise la France contre les militaires qui ont pris le pouvoir, il est certain que les militaires vont toucher aussi aux intérêts français. Alors, ce qui aussi, quelque part, mobilise l'opinion africaine, c'est que tout ce que vous avez dit, les fameuses démocraties électoralistes, ou si on peut remonter les fameuses conférences nationales des années 90, fin des années, en tout cas fin des années, début des années 90, ces conférences nationales n'ont pas posé le problème de la souveraineté. On a fait à juste titre le bilan, la critique des régimes qui étaient en place à ce moment-là. Le Congo-Brazzaville, vous vous rappelez, on avait fait la critique de Sassou I, qui était responsable de la débandade économique, des crimes économiques et politiques. Il avait dit j'assume. Mais on n'avait pas été assez loin. La question de la souveraineté n'était pas au cœur de ces conférences nationales. Or, il se trouve que Pascal Lissouba, dès 93-94, quand il touche à l'affaire Oxy, on voit bien où ça le mène. C'est-à-dire que autant il a gagné les élections, autant quand il touche à la question du pétrole, on tape sur les doigts. Et en 97, c'était le paroxysme, où on a fini par lui faire un coup d'État en bonne et due forme. Il est parti, il a ses responsabilités. Mais au moins sur ce point-là en particulier, il a été combattu par les intérêts. Et Jacques Chirac, vous venez de le rappeler, l'a dit à Luanda, il a félicité ce coup d'État avec l'appui français, etc., etc. Donc, la question de la souveraineté est une question qui est consubstantielle à la démocratie.
Lorsqu'on nous dit qu'une démocratie, vous pouvez aller aux élections, vous pouvez faire ceci ou cela, sans poser toutes ces questions fondamentales, mais ce sont des démocraties qui sont électoralistes. Elles ne vont pas résoudre les problèmes élémentaires. Finissons sur le point de l'énergie. Le Niger, qui, est, qui approvisionne la France en uranium, le Niger n'a pas d'électricité. C'est quand même quelque chose qui fond le cœur. C'est-à-dire que le Niger est dépendant du Nigeria en matière d'électricité. Comment vous pouvez expliquer ça? Vu le potentiel énergétique du Niger, que le Niger ne puisse pas avoir de l'électricité. Alors, il y a des responsables au Niger. Le système Issoufou, pendant 10 ans, le système d'avant, bien entendu, mais ces responsabilités se couplent avec la responsabilité française, justement. Puisque nous parlons évidemment des intérêts de la France au Niger, bon oui, tout le monde sait que c'est probablement l'uranium, puis un peu l'or. Et même quand la France essaie un peu de se défendre pour dire ben, ça ne représente pratiquement rien, voilà, puisque la France peut s'approvisionner ailleurs, mais tout le monde sait que c'est un problème, l'uranium. Et ici, ces intérêts, finalement, c'est peut-être par là qu'on va terminer. Est-ce que réellement ces intérêts servent la France en tant que telle, c'est-à-dire les Français, ou bien justement, puisqu'on parle de la France-Afrique, c'est beaucoup plus ces multinationales qui viennent piller l'Afrique? Mais la responsabilité des élites françaises, notamment politiques, est importante là-dedans. La France tient régulièrement des élections où les responsables politiques sont renouvelés. Donc, il revient à ces responsables politiques de mettre ces questions-là au cœur des élections. Si vous êtes en France, vous allez vous apercevoir que ces questions sont méconnues des Français. Et pourtant, c'est en leur nom que les gens se positionnent sur la place de la France en Afrique ou un peu partout dans le monde. Donc, c'est de la responsabilité de l'élite française que les multinationales françaises en profitent. Mais ces multinationales sont accompagnées par tout l'arsenal politique, militaire, diplomatique de la France. Est-ce que ces questions-là sont au cœur des débats en France? En tout cas, quand vous êtes en France, vous avez très peu de débats au niveau de l'Assemblée nationale sur l'utilisation, l'usage que l'on fait de l'armée française à l'extérieur de la France, sur ces multinationales à l'extérieur de la France, etc. Il y a beaucoup de groupements politiques à l'intérieur même du Parlement français qui s'en plaignent. Ce que le Nigeria vient de Une faire. façon de dire que l'opinion publique française n'est pas au courant de ce qui se passe en Afrique, notamment de la politique française en Afrique. En tout cas, il y a une sous-information aggravée sur ces questions-là, au niveau de la France même. Ils ont les médias, quelques médias en parlent, les débats sont toujours biaisés, mais le débat n'est pas aussi clair que comme ils font leur débat sur les questions de l'impôt, sur la question, je ne sais pas moi, de l'écologie, etc., etc. Les questions africaines ne sont pas débattues de façon ouverte, sans ce biais où on essaye d'expliquer que nous faisons l'aide au développement, nous faisons, etc. Mais enfin, tout ça, ce sont des histoires d'école qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui. C'est quoi l'aide au développement? Quand vous regardez la contrepartie de cette aide au développement, ben, en fait, ce sont des aides qui sont là pour alimenter des systèmes qui permettent à la France d'avoir une certaine mainmise sur un certain nombre de minerais, etc. Puisque quand vous faites ces aides-là à ce système, et ces aides-là ne sont pas à la hauteur des besoins attendus par les Africains pour se développer, et que ces systèmes-là se maintiennent en place grâce à ces aides et à tout ce système d'accompagnement international, bah, quelque part, pour nous, ce n'est pas de l'aide, hein, c'est un accompagnement de ces systèmes dictatoriaux pour permettre un certain alignement géostratégique, géopolitique, économique sur les positions françaises. Et quelqu'un me posait la question de savoir, mais puisque la France n'est pas membre de l'Union africaine, elle n'est pas membre de la CEDEAO, la France n'est pas un pays africain, et d'ailleurs, d'entrée de jeu, vous avez signifié que la France est très loin de l'Afrique. Et donc, la question qui m'avait été posée, c'est de savoir pourquoi est-ce que la France s'acharne comme ça, pourquoi elle est assez agitée sur cette affaire. Mais euh, tout ce que la France développe comme argument pour justifier ses sorties musclées par rapport à ce qui se passe au Niger ou hier au Mali ou encore au Burkina Faso sont des arguments qui sont juste des arguments pour justifier justement son positionnement. La France a du mal à accepter qu'elle dépend en partie pour son prestige, pour
pour son positionnement géostratégique, etc., des pays africains et en s'appuyant sur des dictatures en particulier. C'est ça le problème. Alors, donc, comme elle a du mal à l'assumer, hein, c'est un peu comme lorsque on faisait la mission civilisatrice en considérant ces personnes comme des animaux, comme des sous-hommes. C'est contradictoire. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des régimes dictatoriaux qui sont promus, tenus à bout de bras par la France, et en même temps, on ne veut pas assumer la contrepartie. Donc, on développe un discours biaisé, on dit, voilà, nous, ça ne nous rapporte rien, l'Afrique ne compte pas beaucoup dans le nucléaire français, mais vous savez, si vous regardez 2020-2021, vous allez voir que le Niger est à peu près à 30% hein, du nucléaire, en tout cas de l'approvisionnement français. Ça a baissé entre-temps, mais 30% représente énormément beaucoup pour cette C'est industrie. énorme, oui. C'est Énorme. énorme. Et encore que, ça c'est ce qui a été déclaré qui sort. Et vous savez par exemple que dans le cas du pétrole congolais, le ministre Mungila, à l'époque, expliquait qu'il est arrivé que Elf, des fois, déclare des résultats négatifs, alors qu'au niveau de la bourse du pétrole, il y avait une hausse, etc. Donc, tout ça, ce sont des stratégies qui sont mises en place si le Niger ne représente rien, si le Congo-Brazzaville ne représente rien, si le Tchad ne représente rien. Laissez-nous résoudre ces problèmes avec ces régimes dictatoriaux. Ne les encouragez pas, ne les armez pas, etc. Ce sont nos propres parents, nous sommes dans nos pays. Laissez-nous nous occuper de nos problèmes domestiques. Merci, Enda Diogène Seni. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue panafricaine Umoja Congo. En tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Juste vous rappeler, dans le cas où vous avez oublié, de faire comme ça en cliquant sur le petit pouce levé, c'est en bas de cette vidéo, et de partager au maximum cette émission pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission, ça nous fera plaisir. On se retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, pourquoi pas, avec la même ambiance. Merci.